Bonjour à tous, comme chaque semaine, c'est Tambour Battant. Tambour Battant consacré cette semaine à Pour une politique européenne de l'énergie. Alors avec Patrick Tudoret, ici présent, nous recevons Michel Derdevet. Bonjour. Bonjour. Michel Derdevet, vous êtes secrétaire général d'Enedis, vous êtes membre du directoire d'Enedis, vous avez occupé divers postes de direction à EDF, puisque en fait Enedis vient d'EDF, mais aussi des postes de cabinet ministériel. Vous enseignez à l'Institut d'études politiques de Paris et au Collège d'Europe de Bruges. Vous êtes l'auteur d'un livre très important qui était un rapport au président de la République sur l'énergie, l'Europe des réseaux, dont nous avions parlé ici même. Et vous venez de publier ce livre aux éditions Descartes et compagnie qui s'intitule « Énergie pour des réseaux électriques solidaires ». Vous êtes auteur de ce livre avec Alain Beltran et avec Fabien Roch. Fabien Roch que nous recevrons tout à l'heure dans la deuxième partie de l'émission. Vous nous proposez de réfléchir à garantir l'indépendance et la neutralité des réseaux. Oui, c'est important. C'est important pourquoi ? Parce que, en fait, les réseaux, c'est de formidables outils d'acheminement. C'est un mot qu'on emploie aussi pour les réseaux, que ce soit les réseaux de transport, les grandes lignes électriques à haute et très haute tension ou les grands gazoducs, ou pour les réseaux de distribution, on en parlera peut-être tout à l'heure, qui sont les réseaux de proximité qui arrivent au plus près de chez vous. Je voudrais que vous me disiez, qu'est-ce que ça veut dire une Europe de l'énergie ? Quand on parle d'énergie, on parle souvent beaucoup d'électricité. Mais vous savez, en France, aujourd'hui, l'énergie principalement consommée, c'est le pétrole. Plus de 40%. L'électricité, elle arrive 25% derrière. Donc le débat, il est suroccupé par la question électrique. C'est pas moi qui vous dirais que la question électrique n'est pas centrale. Mais n'oublions jamais que le point majeur au niveau européen, c'est se désintoxiquer du charbon, du gaz, du pétrole, des énergies importées. Pourquoi ? Parce que ces énergies importées en Europe, elles coûtent de l'argent. Les citoyens européens, les 500 millions d'Européens, dépensent 1 milliard d'euros par jour d'achat de matières premières carbonées. En France, la loi d'avril 1946 nationalise la distribution d'électricité sur 95% du territoire, en laissant quelques régies à Strasbourg, Metz, Grenoble, dans les Deux-Sèvres. Ce sont vraiment des exceptions. C'est des exceptions, c'est 5%. Ouais. C'est un choix qui n'est pas un choix que technique ou qu'industriel, c'est un choix de nature politique. Dans l'Europe, elle est diverse, et par exemple, vous évoquiez tout à l'heure Enedis, on fait partie des 12-13 grands distributeurs d'électricité en Europe, mais il y a 2000 autres compagnies d'électricité très disparates. En Allemagne, vous avez 800-900 distributeurs qui sont des petites régies locales, municipales, des Stadtwerke, parce que le choix politique allemand a été différent du nôtre. Si l'Europe s'est marchée au canon et fonctionnait uniquement avec une injonction par rapport à un modèle, ça ne le fera pas. Ce qu'il faut plus, c'est se poser la question de savoir comment, sur cette diversité, on peut trouver des segments de coopération, des espaces dans lesquels on fasse mieux et de manière plus pertinente ensemble. Et c'est bien ça le défi de l'Europe. C'est pas d'aligner tout le monde à une uniformité, c'est de générer des points de convergence, des points de travail en commun. Patrick Tudoret. Alors justement, donc rappelons qu'Enedis, parce que pour nos téléspectateurs ne sont pas toujours familiers de ce maquis parfois, donc Enedis, c'est l'institution très importante qui en France s'occupe de la distribution d'électricité avec 1,4 million de kilomètres de réseau. Oui, c'est considérable. C'est logique que la distribution d'électricité soit au cœur de la transition énergétique. Et comme vous le rappelez d'ailleurs dans votre livre, 95%, ça très peu de gens le savent, 95% des énergies renouvelables se raccordent sur le réseau de distribution. Avec un saut considérable dans les 10 dernières années. Avant les années 2005-2004, on avait de l'énergie renouvelable, mais c'était de l'hydraulique, de la petite hydraulique. Aujourd'hui, on a de plus en plus, avec une croissance continue chaque année, d'énergie éolienne, d'énergie photovoltaïque, et ces énergies rentrent par le bas. Elles rentrent par le même réseau qui, de manière ancienne, arrivait à votre compteur de manière descendante. Et donc on voit bien que le réseau devient bidirectionnel. Il a à la fois à distribuer au sens classique, à arriver à votre compteur à tous les deux, mais en même temps, il doit collecter. En France, 350 000 sites de production diffus, répartis dans tous les territoires. Et donc ça, c'est une révolution énergétique qui n'a pas dit son nom. Pour une politique européenne de l'énergie, deuxième partie, sur le grill. Donc nous avons face à face Christian Pierret. Bonsoir. Bonjour. Christian Pierret. Vous êtes ancien ministre de l'Industrie, vous êtes auteur avec Philippe Latorre d'un livre absolument intéressant qui s'appelle « Réinventer la social-démocratie ». Je dis absolument intéressant pour notre sujet, parce qu'il y a des pages et des pages sur la politique européenne de l'énergie et sur la manière dont il faut penser le mix énergétique. Vous, Fabien Roch, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes
quelqu'un qui travaillait comme économiste de l'énergie. Vous êtes vice-président exécutif au sein du cabinet de conseil Eco-Compass Lexecon, et vous êtes surtout professeur associé à Paris-Dauphine, et vous travaillez sur la régulation des marchés de l'énergie. Alors je voudrais commencer par là, la régulation des marchés de l'énergie, et vous interroger sur, au fond, comment est-ce qu'on pourrait penser un plan de transition énergétique coordonnée. Il y a des choses qu'on fait en commun et puis des choses qu'on laisse aux États membres. Vous mettez le doigt sur un des points les plus sensibles, le mix énergétique. On a actuellement le cadre du traité de Lisbonne. Dans ce traité de Lisbonne, on dit explicitement que le mix énergétique est du ressort des États membres. Et ça, c'est un point clé. Il faut savoir que oui, il y a des points de convergence qui vont arriver au niveau européen sur le mix énergétique du fait tout simplement de l'évolution technologique qui est inévitable. On voit bien aujourd'hui, Michel en a parlé, le foisonnement d'énergies renouvelables, la baisse des coûts vertigineuse des énergies renouvelables. Et donc ça, forcément, ça va nous amener des points de convergence entre pays européens. L'Europe existe d'une certaine manière parce qu'il y a des directives. Il y a une directive gaz, il y a une directive électricité, il y a une directive énergie nouvelle renouvelable, etc. dont je suis un des auteurs en 2001 de l'une d'entre elles. Mais en vérité, les politiques sont contraires. Par exemple, l'Allemagne se vend comme un pays, et c'est vrai, ayant beaucoup d'énergie nouvelle renouvelable, photovoltaïque, environ 30 000 mégawatts installés, un peu plus même, éolien, même chose, à peu près 30 000 mégawatts installés, 35 000 mégawatts installés. Et elle dit, voyez comme je suis magnifique, que je suis un pays écologique. Mais le charbon. Or, l'Allemagne, c'est 42% d'électricité à partir du charbon et lignite. L'Allemagne, c'est une mine à ciel ouvert au cœur de la Ruhr, qui est une monstruosité écologique. L'Allemagne est en pleine contradiction. En tout cas, aujourd'hui, moi je pense qu'il faut arrêter, c'est clair, il faut politiquement arrêter ce débat stérile de nature idéologique et uniquement idéologique, c'est-à-dire des idées, un corpus d'idées fermées sur elles-mêmes, bétonnées, bunkerisées, qui s'appelle « Je suis pro-ENR et contre le nucléaire, je suis pro-nucléaire et contre les ENR ». En fait... Il faut dire que c'est les ENR. Énergie nouvelle renouvelable. Et en fait, il faut placer tout cela sous un facteur commun, qui est comment peut-on, à la suite de la COP21, comment peut-on décarboniser les économies européennes. Et comment peut-on faire de l'Europe le premier vecteur mondial d'une économie décarbonée. Aujourd'hui, la production électrique française est à 95% décarbonée. Il reste 4 centrales pour assurer la pointe, 4 centrales au charbon, parce que la pointe de production, c'est le soir, en hiver, à 8 h du soir, quand tout le monde a besoin d'énergie en même temps, ou à d'autres périodes très courtes. Il y a des compteurs intelligents, nous a dit M. Verdevet, nous allons pouvoir échapper aux pointes. Oui, parce qu'on pourra gérer soi-même avec son portable ce qu'on appelle l'effacement, c'est-à-dire je décide de ne pas produire, de ne pas consommer, et je revends cette partie non consommée par un simple clic sur une application. C'est dans les 5 ans qui viennent, on saura faire ça. On a parlé de l'électricité, du transport, le bâtiment. Il faut absolument que la politique énergétique, si elle se place dans le cadre d'une transition énergétique et de décarbonation, s'occupe du secteur des bâtiments. L'efficacité énergétique dans les bâtiments doit être une priorité numéro 1. Si les Allemands n'avaient pas investi de manière aussi colossale dans l'énergie solaire, dans l'énergie éolienne, les coûts n'auraient pas descendu aussi vite. Et du coup, ça coûterait plus cher au reste de l'Europe aujourd'hui de les mettre en place. Il y a 2 formes d'énergie électrique qui sont le moins émetteurs de carbone, donc de CO, de CO2. C'est l'énergie éolienne et c'est l'énergie nucléaire. Le photovoltaïque est plus discutable, y compris en Allemagne, parce qu'il faut beaucoup d'ensoleillement, il faut beaucoup de lumière par définition, il faut beaucoup d'ensoleillement. Il y a 500 heures de moins dans l'Allemagne de la Ruhr d'ensoleillement par an qu'il n'y en a au sud de la Loire en France. Merci à tous les deux. Alors Christian Pierret, vous êtes l'auteur de Réinventer la social-démocratie. Avec Philippe Lator. Avec Philippe Lator, c'est préfacé par Hubert Védrine, c'est aux éditions de l'Archipel. Et vous, Fabien Roch, vous êtes l'un des co-auteurs avec Alain Beltran et Michel Verdevet, qu'on a entendu tout à l'heure, de Énergie pour des réseaux électriques solidaires aux éditions Descartes. Merci. Merci.
Pour une politique européenne de l'énergie, troisième partie, notre grand témoin est Claude Turmes. Bonsoir Claude Turmes. Bonsoir. Vous êtes luxembourgeois, vous êtes membre des Verts, vous êtes député européen depuis 1999 et vous êtes président d'une ONG qui s'appelle Eufores en faveur des énergies renouvelables. Et vous êtes auteur d'un livre très intéressant qui est publié aux éditions Les Petits Matins et qui s'intitule « Transition énergétique, une chance pour l'Europe ». Dans beaucoup de pays, et je dirais aussi surtout en France, on n'a pas compris que c'est l'Europe qui a impulsé la transition énergétique. L'Europe a fait en 2002-2003 la régulation des marchés de l'électricité en créant un arbitre neutre qui est la CRE en France. On a mis sur un terrain économique où il y a des milliards qui sont brassés, on a mis un arbitre. Donc sur l'électricité, on a retiré à EDF la mainmise sur le réseau. Et après avoir organisé le marché, on a fait une directive européenne sur les énergies renouvelables qui a forcé tous les États membres, y inclus la France, à investir dans l'éolien, dans le solaire. Toutes les maisons en Europe construites, les nouvelles maisons doivent être zéro énergie. Donc c'est une impulsion forte qui change complètement l'architecture, l'ingénierie autour des maisons. Toute centrale qui dépasse un certain niveau de pollution de CO2, donc au-delà de 550 grammes par kilowattheure, est interdite. Donc nous tranchons la question avec la législation qui a été proposée par la Commission européenne. Si maintenant au Parlement européen et en discussion avec les États membres, on a une majorité, c'est la fin du charbon en Europe. Et donc vous discutez de façon hypothétique, nous on le fait en ce moment. Depuis que EDF a fait le réacteur en Angleterre, on sait que le nouveau nucléaire, c'est 2 fois, 3 fois, 4 fois plus cher que du solaire, que de l'éolien sur Terre et de l'éolien en mer. Il faut pas être dans la caricature de la politique énergétique de certains pays. La Pologne, le prochain grand investissement en Pologne, ce sera une ferme éolienne en mer de 1000-1500 mégawatts. Donc, et la Pologne a la même ressource éolienne que l'Allemagne. On a fait... tout le monde sait qu'il y a plus de soleil à Nice qu'à Dortmund. Et pourtant, il n'y a pas beaucoup de... Donc c'est une question de volonté politique. Mais oui, il y a depuis des années un blocage politique organisé par EDF contre le déploiement du solaire. En France, on parle depuis 10 ans de faire de l'éolien en mer. Alstom, Areva, mais industriellement, ils sont en train de perdre parce que EDF leur met tout le temps des bâtons dans les roues. L'éolien en mer, c'est avec le solaire et l'éolien sur Terre, c'est un produit mondial d'exportation de l'industrie européenne. Malheureusement, le dernier gouvernement Hollande, il a préféré mettre 10, 12, 15, 20 milliards pour sauver le soldat Areva, au lieu de mettre 1 milliard sur le solaire. On n'a pas trouvé en France 500 millions ou 1 milliard pour faire de la France le champion mondial du solaire. Donc on veut être le champion mondial d'une technologie que plus personne va acheter parce qu'elle est trop chère. Sur ça, on met des milliards. Et sur les technologies d'avenir, on ne met rien. Chez EDF dit qu'il va déconstruire un réacteur pour 300 millions. Les Allemands et les Anglais qui en ont déconstruit, contrairement à EDF qui n'en a pas déconstruit un seul, ils disent que c'est au moins 1 milliard. La vraie excellence aujourd'hui de la France, elle est dans les réseaux. RTE et Enedis sont au niveau mondial parmi les meilleurs. Le bâtiment, c'est 40% de la consommation d'énergie. Et c'est surtout un gisement d'emplois gigantesque. Imaginez un moment que la France ferait ce qu'elle a dans sa loi sur la transition énergétique, mais ça va créer des milliers d'emplois, et ce n'est pas des Chinois qui vont travailler, c'est des Français ou c'est des Européens qui vont travailler sur les chantiers en France. Tous les électriciens du monde, hors EDF, ont arrêté de croire qu'on peut faire du nucléaire à des coûts économiques. Pour la petite histoire, et j'espère que tout le monde le sait en France, EDF ne voulait pas de Areva. Moi, je n'ai pas peur du tout de la transparence sur le coût total du solaire, de l'éolien, du charbon, du nucléaire. Parce que le résultat, il est clair. Vont gagner le solaire et l'éolien.